Ok. Alors, bonjour, chers étudiants. Je me présente d'abord. C'est M. Conté, professeur de droit, spécialiste en droit des affaires. Et le cours qui nous lie aujourd'hui, vous et moi, c'est un cours intitulé Droit international privé. Voilà un droit qui n'est pas trop connu dans l'étude du droit de manière générale. Ce n'est pas connu des étudiants. Donc c'est un droit ésotérique pour vous certainement, c'est-à-dire étranger. Nous allons ensemble aborder son étude et nous allons commencer d'abord par une petite présentation en introduisant une étude comparative avec un autre droit, peut-être un peu similaire mais différent, à savoir le droit international public. Donc voilà deux droits opposés. D'un côté, nous avons le droit international public et de l'autre côté, le droit international privé. Pour ce qui concerne le droit international public, il est connu, hein? C'est un droit dont l'objet est de réglementer les relations entre les États. C'est un droit très connu et il est régi essentiellement par les Nations Unies, c'est-à-dire l'ONU, qui est l'autorité de tutelle des États. Donc c'est l'ONU qui met en place un droit international pour s'appliquer aux États. Et ce droit international, il est appelé droit international public. Il réglemente les relations entre les États. Donc, lorsque ces États entrent en relation, ces relations doivent être régies par le droit international public. Et lorsqu'interviennent des conflits dans ces relations entre États, l'ONU a mis aussi en place des modes de règlement de ces litiges intervenus entre les États. Ce droit international public ne retiendra pas notre attention, ce n'est pas l'objet de notre cours. À côté de ce droit international public qui concerne les États, il y a un droit international privé. Ce droit international privé, lui, il va s'occuper de réglementer les relations entre les personnes privées sur le plan international. Ici, quand on dit personne privée, on sous-entend les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, qui sont opposées aux personnes morales de droit public. Donc, dans le domaine, dans le secteur public, il y a l'État qui est une personne morale et ses démembrements. Mais dans le secteur privé, on a deux sujets de droit, les personnes physiques et les personnes morales. Donc, le droit international, objet de notre étude, est un droit spécial qui consiste à réglementer les relations entre les personnes privées lorsque leur relation a un caractère international. Nous reviendrons sur la notion de relation à caractère international. Parce que quand nous disons tout à l'heure relation à caractère international, ça signifie que, à l'opposé, on a des relations à caractère interne. Ces relations à caractère interne ne nous intéressent pas ici. Ce sont les relations
à caractère international et qui met en rapport des personnes de statut privé. Que ces personnes-là soient des personnes physiques ou des personnes morales. Voilà, nous avons un peu campé le débat. On a fait une petite précision sur cette notion de droit international privé. Mais pour cette première séance, l'analyse va porter sur l'objet du droit international privé. C'est un droit complexe, je l'ai dit tantôt, peu connu du public. Donc, nous allons nous appesantir un peu sur l'objet du droit international privé. Pour déterminer cet objet du droit international privé, dans un premier temps, il va falloir procéder à sa définition. Après la définition de la matière, c'est-à-dire du droit international privé, nous allons aborder la détermination de son domaine d'application. Voilà deux volets importants à étudier dans l'objet du droit international. Deux éléments importants. La définition dans un premier temps, mais aussi la détermination de son domaine d'application, de son champ d'application dans un second temps. Donc, chers étudiants, retenons d'abord, concernant cette première séance, l'analyse de l'objet du droit international privé. Et dans l'analyse de l'objet du droit international privé, retenez deux éléments fondamentaux, à savoir, un, la définition de la matière, c'est-à-dire du droit international privé. Deux, la détermination de son domaine d'application. Si nous revenons sur le premier élément de l'objet du droit international privé, à savoir la définition, il faut tout de suite préciser et noter que cette matière-là n'est pas aisée à définir. N'est pas aisée à définir. Et nous allons voir que deux acteurs principaux ont joué un rôle important dans sa définition. Ces deux acteurs principaux sont d'une part la jurisprudence et d'autre part la doctrine. Ce sont ces deux acteurs-là qui ont à peu près donné une idée claire et nette de la définition du droit international privé à travers leur intervention dans ce domaine. Donc, nous allons peut-être faire un petit rappel concernant ces deux acteurs-là que je viens de citer, à savoir la jurisprudence et la doctrine. Ce sont des notions déjà étudiées dès les premières années de la formation, mais je pense qu'il est bon de faire un petit rappel au passage. Pour la jurisprudence, elle est définie comme étant l'ensemble des décisions de justice rendues par les cours et tribunaux. Là, c'est la définition au sens large du terme de la jurisprudence. L'ensemble des décisions de justice rendues par les cours et tribunaux. Dans un deuxième temps, certains ont défini la jurisprudence comme étant des décisions de justice rendues dans tel ou tel domaine
et qui sont reconduites ou répétées dans d'autres dossiers ultérieurs similaires. Donc, c'est une décision de justice rendue dans un domaine que d'autres juges peuvent reconduire dans leur jugement lorsque ce jugement est similaire à celui antérieurement rendu par un autre juge. Ça, c'est une deuxième manière de définir la jurisprudence. Une troisième et dernière manière de définir la jurisprudence consiste à dire que la jurisprudence n'est rien d'autre que la loi créée par le juge. Et cela peut paraître bizarre quand on dit la loi créée par le juge, dans la mesure où nous savons que dans un État, il y a un pouvoir qui est chargé de créer la loi, c'est le pouvoir législatif. Tout le monde l'a étudié. Le pouvoir législatif dont le rôle est de créer la loi. Mais effectivement, il arrive que face à un vide juridique, c'est-à-dire un contentieux présenté à un juge, mais dans lequel le juge a des difficultés de rendre une décision de justice faute de texte de loi, soit que le législateur a oublié de prévoir une réglementation dans ce domaine, soit qu'il y a une lacune de la loi. Dans ce cas, le juge ne peut pas se dérober pour dire qu'il ne peut pas juger parce qu'il n'y a pas un texte de loi. S'il le fait, le juge lui-même commet une faute qu'on appelle un déni de justice qui pourra faire l'objet de sanctions pour le juge en question. Donc, lorsque le juge est en présence d'un vide juridique, la loi l'oblige à ce qu'il se transforme lui-même en législateur, en créant lui-même une loi séance tenante lors du procès pour régler le litige. Cette loi, cette décision rendue par le juge pour surmonter un vide juridique est appelée par certains jurisprudences. Et on dit ainsi la loi créée par le juge, de manière péjorative. Donc, voilà un peu les trois types de définitions que vous pouvez noter concernant la notion de jurisprudence. Le deuxième acteur à jouer un rôle important dans le droit international privé, c'est la doctrine. Là aussi, c'est des notions connues. La doctrine qui est définie comme étant l'ensemble des idées, des écrits conçus, élaborés par un auteur ou par des auteurs sur une question donnée et peut-être sur laquelle les points de vue sont divergents. Voilà comment certains définissent la doctrine. Et vous voyez que dans presque tous les domaines de notre vie, dans tous les domaines de la vie, il y a eu intervention de la doctrine. Je prendrai peut-être un exemple que vous pouvez comprendre facilement. Concernant la gestion d'un État, comment un État doit être géré. Mais des auteurs se sont proposés pour établir des idées, autrement dit, une doctrine pour montrer
gouvernant d'un État, comment gérer un État. Certains auteurs ont élaboré une doctrine qu'on appelle la doctrine du capitalisme. Et ils ont montré qu'avec cette doctrine, les gouvernants peuvent gérer un État de manière rationnelle, profitable à tout le monde. C'est la doctrine capitaliste. Parce que élaborée, conçue par les capitalistes. D'autres auteurs ont dit pour gérer un État, il faut privilégier et appliquer la doctrine du socialisme. Eux aussi ont déterminé un contenu à cette doctrine. Il y a eu une troisième théorie qui a été aussi élaborée, c'est la théorie de Karl Marx, autrement dit le marxisme, du nom de son auteur. Celui-ci aussi s'est proposé pour élaborer une théorie, autrement dit une doctrine, pour dire au gouvernement comment gérer un État. Donc, vous voyez, ces deux acteurs que sont la jurisprudence et la doctrine ont joué un rôle important dans la définition de notre matière, c'est-à-dire le droit international privé. Donc, je vais vous proposer les différentes définitions qui ont été élaborées pour donner un contenu à la notion de droit international privé. Donc, premier élément de l'objet du droit international, définition. Ici, nous avons dit tout de suite, il est banal de constater qu'il n'existe pas une définition précise et universelle du droit international privé. Comme je l'ai dit tantôt, cela provient du fait que la matière regroupe un certain nombre de règles et d'institutions dont les unes sont assez différentes des autres, même si l'on peut établir un certain nombre de liens entre elles. Et c'est pourquoi toute définition du droit international privé ne peut être qu'approximative, voire relative. Autrement dit, il n'y aura pas ici de définition absolue. Mais, malgré la pluralité des définitions proposées par les auteurs concernant le droit international privé, nous allons voir que il y a des éléments communs à toutes les définitions proposées. C'est ce que nous allons vérifier ensemble lorsque nous allons lire les définitions des uns et des autres. Donc, de ce point de vue, on peut dire que le droit international privé est un droit qui concerne les personnes privées quand elles sont confrontées dans leurs relations du fait de l'existence dans le monde de systèmes étatiques différents. Première manière de définir le droit international. Deuxième manière, le droit international privé est encore défini par certains auteurs comme l'ensemble des règles applicables aux individus dans les relations internationales. Là, c'est la définition de Luswan et Pierre Bourret. Droit international privé, édition Dalloz, page 2. Une troisième manière de définir le droit international: droit spécial applicable aux personnes privées impliquées dans des relations juridiques internationales. C'est la définition de Pierre Maillet, droit international privé, édition Montcrestin. La question
et donc de savoir en quoi consistent ces règles, c'est une question liée au domaine du droit international privé. Alors, ici, il y a 3 définitions proposées, mais vous allez remarquer que dans ces 3 définitions, le caractère international est toujours mis en exergue. Le caractère international de la relation est toujours mis en exergue. Ça signifie que ce droit qui est là, qui réglemente les relations entre les personnes privées, cette relation a un caractère international. Et nous allons voir plus tard quand est-ce que une relation entre privés, entre des personnes privées, a un caractère international. Je prends un exemple. Un monsieur Momodou Ndiaye, de nationalité sénégalaise, et une mademoiselle Fatou Faye, aussi de nationalité sénégalaise, qui décident de se marier ici au Sénégal, considéré comme étant leur état de rattachement. Vous devinez un peu ici que cette relation a un caractère purement interne. Il s'agit de 2 Sénégalais qui doivent se marier ici au Sénégal, tous 2 domiciliés ici au Sénégal. Il est évident que cette relation de mariage ne peut pas avoir un caractère international. C'est une relation à caractère purement interne, dont la compétence relève des autorités sénégalaises. En revanche, si je vous dis, voilà un mariage qui doit être célébré entre un Américain et une Française, mais le mariage doit être célébré au Sénégal parce que les 2 candidats au mariage se trouvent au Sénégal. Là, vous voyez que, effectivement, vous ne pouvez pas qualifier cette relation-là de caractère interne. Impossible. Du fait de la présence de plusieurs nationalités. Et c'est un élément important qu'il faut retenir dans la définition du droit international privé. Dès lors que dans la relation, des acteurs de nationalités différentes sont en rapport et que le rapport ne peut pas être rattaché à un seul État, en ce moment-là, forcément, la relation sera qualifiée de droit international privé, comme le dernier exemple que je viens de donner. Mais nous verrons ça plus tard. Donc, ce qu'il faut retenir dans la définition, c'est que c'est un droit qui s'applique dans les relations des personnes privées, lorsque ces personnes privées ne sont pas de même nationalité. C'est important à retenir. Ça, voilà une définition qu'il faut retenir. Donc, cette définition étant faite, pour connaître en quoi consiste, pour savoir en quoi consistent les règles du droit international privé, il va falloir qu'on passe à une autre étape, à savoir la détermination du domaine du droit international privé. C'est ce que nous allons voir. Maintenant, après la définition, la question est de savoir
Dans quel domaine? Ça s'appelle les règles du droit international privé. Quelles sont les matières que ce droit vise? C'est ça, n'est-ce pas, la détermination du domaine d'application du droit international privé. Concernant ce domaine, il est variable, il est nombreux, mais nous pouvons retenir entre autres, 1. Les règles relatives à la nationalité des personnes physiques. C'est important. Dans la définition du droit international privé, la notion de nationalité a une place importante. Nous l'avions déjà précisé. Maintenant, c'est normal que dans l'étude du droit international privé, que dans le domaine du droit international privé, que le problème de nationalité puisse occuper une place importante. Donc, concernant le domaine d'intervention du droit international privé, le premier domaine que vous devez retenir, c'est la nationalité des personnes physiques. Autrement dit, comment les États octroient leur nationalité à leurs ressortissants? C'est la question. Mais à ce niveau, il faut noter que pour l'octroi de la nationalité, plusieurs critères ont été dégagés. Plusieurs critères ont été dégagés. Parmi ces critères, nous pouvons retenir le premier critère, c'est ce que l'on appelle le critère du jus sanguinis. Le critère du jus sanguinis. Autrement dit, l'octroi de la nationalité par un État à partir du droit du sang. Le critère du droit du sang. Ce critère du droit du sang, il y a des États qui octroient leur nationalité sur la base de ce critère. Pour les États qui ont opté le jus sanguinis, le droit du sang, ils disent que pour avoir leur nationalité, les États qui optent pour ce droit du sang, ils disent que pour avoir leur nationalité, l'enfant doit être né d'un couple dont l'un au moins a la nationalité de l'État en question. C'est ce qu'on appelle le droit du sang. Soit le père, soit la mère a la nationalité de l'État. L'enfant qui va naître de ce couple-là pourra bénéficier d'office la nationalité de cet État-là. Voilà un critère que l'État du Sénégal a choisi et a privilégié pour donner sa nationalité, le droit du sang. Il suffit de naître, donc pour avoir la nationalité du Sénégal, il suffit de naître d'un couple dont l'un au moins a la nationalité du Sénégal. Soit le père, soit la mère. L'enfant aura la nationalité. C'est le critère du droit du sang, le jus sanguinis. Il y a un deuxième critère que certains États choisissent, c'est le critère du jus solis, le droit du sol. Là, en ce moment-là, l'État dit, pour bénéficier de ma nationalité, l'enfant doit naître sur mon territoire. C'est le droit du sol. Ici, on ne fait pas référence
à la nationalité de l'une des parties au niveau du couple. Non. On fait fi à la nationalité des parties qui ont donné naissance au bébé, mais on fait allusion au lieu de naissance. C'est pourquoi on dit Hussalis, le droit du sol. Il suffit que l'enfant naisse sur le territoire de cet État-là pour qu'il puisse bénéficier de sa nationalité, peu importe la nationalité des parents. Voilà un critère que les États-Unis d'Amérique appliquent. Il suffit de naître sur le territoire américain. Alors qu'au Sénégal, l'enfant qui est né au Sénégal, si aucun des deux parents n'a la nationalité sénégalaise, cet enfant-là qui est né au Sénégal ne peut pas avoir la nationalité du Sénégal. Impossible. Parce que le Sénégal n'applique pas le droit du sol, le hos solis. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis appliquent le hos solis, le droit du sol. Il suffit que l'enfant naisse sur le territoire américain. L'État américain étant un État côtier, il possède 3 territoires. Un territoire terrestre, un territoire aérien et un territoire maritime. Il suffit que l'enfant naisse sur l'un de ces 3 territoires pour que l'enfant puisse bénéficier de la nationalité américaine, peu importe la nationalité de ses parents. Il y a un 3e critère d'octroi de la nationalité que les États peuvent choisir, c'est l'octroi de la nationalité sur la base de ce qu'on appelle le droit d'adoption, ce qu'on appelle aussi en d'autres termes la naturalisation. Le droit d'adoption. Là, en ce moment-là, l'État accorde sa nationalité à des étrangers qui vivent sur son territoire. Donc, voilà une autre possibilité que les étrangers peuvent obtenir sur le territoire de l'État hôte. Si c'est le Sénégal, l'étranger doit vivre au Sénégal pendant 10 ans au moins, sans discontinu. Donc, il doit vivre au Sénégal 10 ans continu. Ensuite, il va adresser une demande au ministère de la Justice pour solliciter la nationalité sénégalaise. Et à ce niveau, l'autorité sénégalaise va mener des enquêtes pour voir cet étranger qui sollicite la nationalité sénégalaise. Est-ce que cet étranger mérite cette faveur? Et pour cela, on va voir son casier judiciaire, on va voir pendant tout le temps qu'il a fait au Sénégal, est-ce qu'il n'a pas eu à avoir des problèmes avec la justice, la police, la gendarmerie. Donc on va voir un peu son comportement. Si il a un comportement vraiment clean, clair et net, en ce moment-là, l'État du Sénégal peut lui octroyer la nationalité sénégalaise sur la base de ce qu'on appelle la naturalisation. Il y a une 4e et dernière possibilité d'octroi de nationalité, c'est l'octroi de la nationalité par alliance. Voilà une loi que l'État du Sénégal a adoptée il y a juste 2 ans, l'obtention de la nationalité par alliance. La loi sénégalaise dit que tout étranger qui se marie avec une fille sénégalaise, avec une femme sénégalaise, peut solliciter la nationalité sénégalaise et l'obtenir. C'est ça qu'on appelle l'octroi de la nationalité par alliance. Parmi ces 4 possibilités d'attribuer la nationalité, l'État du Sénégal a presque retenu 3.
et n'a écarté qu'une seule possibilité, c'est l'octroi de la nationalité sur la base du critère du jus solis, c'est-à-dire le droit du sol. C'est le seul critère que le Sénégal a écarté pour donner sa nationalité. Mais sinon, toutes les trois autres possibilités sont retenues au Sénégal pour donner la nationalité sénégalaise. Et je pense que là, en ce moment-là, vraiment, le législateur sénégalais est parti trop loin. Pour la bonne et simple raison que la nationalité sénégalaise est obtenue de manière très facile. Il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas de barrière. Si on n'a pas le premier critère, on peut chercher le deuxième critère. Si on n'a pas le deuxième critère, on peut chercher le troisième critère. Donc, vraiment, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes pour qu'on puisse obtenir la nationalité sénégalaise. C'est pourquoi je disais tantôt que le législateur sénégalais est parti trop loin concernant le choix des critères d'octroi de la nationalité. Je pense qu'une nationalité, c'est un bien très important pour un État. Donc, il devait y avoir de la rigueur, des garde-fous, des barrières pour pouvoir les obtenir. Ça ne doit pas être aussi facile. Voilà pour ce qui concerne l'octroi de la nationalité aux personnes physiques. Donc, pour nous, il s'agira de la nationalité sénégalaise. Concernant ce volet-là, ces règles définissent les conditions auxquelles la nationalité sénégalaise est attribuée à une personne à sa naissance, acquise ou perdue après sa naissance. Comme je viens de le dire tout à l'heure, n'est-ce pas, ces règles-là, nous avons retenu les trois règles d'octroi de la nationalité, le droit du sang, la naturalisation et l'octroi par alliance. De telles règles ne concernent que les personnes physiques, mais cela ne veut pas dire pour autant que les personnes morales ne soient pas dotées d'une nationalité. Les règles de détermination de la nationalité des personnes morales sont établies sur des bases différentes de celles des personnes physiques. À côté des personnes physiques, nous avons des personnes morales. Et nous avons dit que le droit international privé s'applique aux personnes physiques comme aux personnes morales lorsque leur relation a un caractère international. Donc, si nous avons étudié la nationalité des personnes physiques, il est bon aussi de connaître au passage la nationalité des personnes morales. Mais pour ce qui concerne des personnes morales, vraiment, là aussi, il faudrait retenir que pour ces personnes morales, il y a des critères qui sont dégagés. S'il s'agit par exemple des personnes morales à caractère lucratif, quand je dis personnes morales à caractère lucratif, c'est-à-dire les associations à caractère lucratif. Et quand on dit les associations à caractère lucratif, on pense essentiellement aux sociétés commerciales. À côté de ces associations à but lucratif, il y a des associations à but non lucratif. La différence entre les deux, associations à but lucratif et associations à but non lucratif, la différence c'est que dans les associations à but non lucratif, la recherche de gains n'est pas interdite. La recherche de gains, les bénéfices, ce n'est pas interdit. Mais ce qui est interdit dans les associations à but non lucratif, c'est le partage des bénéfices entre les membres. Alors que de l'autre côté, concernant les associations à but lucratif, la recherche de gains est autorisée et le partage des bénéfices entre les membres aussi est autorisé. Voilà la différence entre les deux types. Concernant, n'est-ce pas, ces personnes morales-là,
la nationalité est octroyée en fonction des critères. Si ce sont les sociétés commerciales, on essaie de voir, est-ce que dans la société commerciale en question, plus de 50% des membres sont des Sénégalais. Si plus de 50% des membres sont des Sénégalais, on dit que la société en question peut bénéficier de la nationalité sénégalaise. Ou bien, est-ce que 50%, plus de 50% du capital de cette société est détenu par les Sénégalais? Si c'est le cas, là aussi, on peut donner la nationalité à la société en question. Donc, vous voyez, soit le nombre de membres, soit le pourcentage du capital. C'est très important. En dehors de ces deux-là, nous pouvons citer aussi l'immatriculation. Dans certains cas aussi, on se base sur les critères de l'immatriculation de la personne morale, n'est-ce pas, pour octroyer la nationalité sénégalaise. Donc, voilà, chers étudiants, pour cette première séance, n'est-ce pas, ce que nous pouvons retenir. En gros, nous avons abordé l'objet. Dans l'objet, nous avons d'une part apporté la définition, d'autre part le domaine d'application du droit international privé. Dans la détermination du domaine d'application du droit international privé, nous avons retenu d'abord le premier domaine, c'est la nationalité des personnes. Et là, nous avons profité pour déterminer la nationalité des personnes physiques, pour déterminer aussi la nationalité des personnes morales. Vraiment, voilà, chers étudiants, je vous souhaite bonne réception de cette présente séance. En attendant de nous retrouver pour la prochaine fois, je vous remercie de votre aimable attention. C'est bon, hein? C'est bon. Vous avez réussi à l'enregistrer? Je viens de terminer avec Ignace.